Les hivers sont très enneigés en Suède, comme chacun le sait. La neige recouvre toutes les routes et ralentit la circulation. Et il arrive que certaines voitures rangées sur le côté de la route ne puissent en sortir qu'à l'aide d'un chasse-neige. C'est même monnaie courante. Mais un jour, lors d'une chute de neige, une chose étonnante s'est produite. Le 19 décembre 2011, un homme du nom de Peter Skilberg s'est retrouvé piégé dans la neige après être sorti de la route principale, quelque part dans le nord de la Suède. Les secours en motoneige l'ont retrouvé tout à fait par hasard, l'ont sorti de là et l'ont emmené à l'hôpital. Cela peut sembler plutôt banal, mais le plus étonnant, c'est qu'il aura fallu 2 mois pour retrouver cet homme. Et à l'extérieur, la température est descendue jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Il a survécu après avoir passé 60 jours sans eau, sans nourriture et sans source de chaleur, au milieu de vents glacés et d'interminables chutes de neige. Les gens qui l'ont trouvé ont déclaré que la voiture était ensevelie sous une couche de neige de plus d'1 mètre et que Peter Skilberg était assis, tremblotant dans un sac de couchage sur le siège arrière. Il était incapable de parler. Lorsqu'ils l'ont amené à l'hôpital, les médecins ont été stupéfaits. Ils connaissaient bien des cas où des personnes avaient survécu longtemps à un froid glacial, mais pas pendant 2 mois. Une personne peut se passer d'eau pendant plusieurs jours, mais Peter n'a pas rencontré ce problème, puisqu'il pouvait obtenir de l'eau grâce à la neige. Sans nourriture, une personne peut survivre de quelques semaines jusqu'à 3 mois. Mais qu'en est-il du froid? Comment Peter a-t-il résolu ce problème? À des températures aussi basses, il est possible de geler en quelques heures. Les médecins qui ont soigné Peter ont affirmé que son corps semblait avoir activé un mode de survie et qu'il était tombé dans un profond sommeil, tout comme les ours qui hibernent pendant l'hiver. Mais le corps humain ne peut abaisser sa température que de quelques degrés. Ce n'est pas suffisant pour survivre dans un froid à moins 30 degrés. Notre homme a peut-être bien réussi à abaisser sa température encore plus. Le cas de Peter Skilberg est devenu célèbre. Des médecins et des scientifiques du monde entier ont émis quantité d'hypothèses sur la façon dont cet homme a bien pu survivre. Néanmoins, personne n'a pu en déterminer la raison exacte. Nombreux sont ceux qui ont affirmé qu'il s'agissait d'un véritable miracle. D'autres pensaient que ce pouvait être le résultat de plusieurs facteurs combinés, l'un de ces facteurs étant le sac de couchage. Celui-ci permet de mieux conserver la chaleur du corps, de sorte qu'à l'intérieur du sac, la température met bien plus longtemps à baisser. Un autre facteur qui a probablement joué un rôle clé est l'effet igloo. Les peuples indigènes de l'Arctique construisent des abris avec de la glace et de la neige. Tu as probablement vu ces maisons rondes sur Internet ou dans quelques films. Il ne fait pas si chaud à l'intérieur, mais le froid n'y pénètre pas non plus. La conception particulière de ces maisons permet de conserver la chaleur accumulée à l'intérieur. Les igloos peuvent protéger des vents violents, mais il n'est possible d'y survivre que si l'on porte des vêtements chauds. La voiture de Peter s'est peut-être transformée en une maison semblable. La neige qui s'y agglutinait de tous côtés aurait piégé la chaleur à l'intérieur. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi il n'avait pas essayé de sortir de sa voiture pour chercher de l'aide. Mais il semble que Peter ait eu raison de s'abstenir. Il est dangereux de sortir dans de telles conditions. Tu ne sais même pas où tu es, il règne un froid glacial et le blizzard ne cesse de souffler. Mettons que tu sortes de la voiture et que tu essaies de rejoindre la route la plus proche. Tu échoues et tu reviens sur tes pas. Sauf que tu ne peux plus retrouver ta voiture parce que la neige l'a recouverte. La situation est bien plus grave. La seule solution est alors de commencer à creuser la neige et de te fabriquer un igloo. Si tu portes des vêtements chauds, ceux-ci t'aideront à conserver ta chaleur et à gagner du temps. Mais la meilleure solution aurait été de rester à l'intérieur de la voiture et d'attendre les secours. Surtout si tu ne sais absolument pas où tu es. Si tu n'as pas de moyens de communication ou de signaux lumineux à portée de main, essaie de faire un feu. La fumée peut attirer l'attention des gens qui passent sur la route la plus proche. Au bout du compte, Peter Skilberg a passé un certain temps à l'hôpital, a repris des forces et s'est finalement rétabli. Il est beaucoup plus sûr de se trouver dans une pièce froide bien fermée ou dans un igloo pendant un blizzard. Cependant, si tu es coincé dans une zone de gel intense sans vêtements chauds, tu disposes d'environ 30 minutes jusqu'à 2 heures. Peut-être même moins si tu ne t'actives pas. Mais en 1980, un autre miracle s'est produit qui a défrayé la chronique et stupéfait les médecins de tous les États-Unis. Jean Hilliard, 19 ans, rentrait de nuit en voiture dans la petite ville de Lyngby. Elle a perdu le contrôle de son véhicule et s'est retrouvée dans un fossé. La jeune fille a décidé de rejoindre la maison de son amie à pied. Elle a fini par l'apercevoir, mais elle n'y est jamais parvenue car elle était trop faible.
Soudain, Jean est tombée et a perdu connaissance à quelques pas de son but. Jean Hilliard portait un manteau d'hiver léger, de petites bottines et un pantalon. Elle n'était donc pas vraiment préparée à affronter des conditions météorologiques aussi difficiles. Il y avait un fort blizzard et des chutes de neige, si bien que personne ne l'a remarqué. L'ami chez qui se rendait Jean n'a vu la jeune fille gelée qu'au petit matin, tout près de son porche. Jean Hilliard sera restée allongée dans le froid pendant 6 heures. Son corps était dur et froid comme de la pierre, ses yeux semblaient vitreux. L'homme qui avait retrouvé la jeune fille était certain qu'elle n'avait pas pu survivre. Mais il a remarqué l'humidité qui s'échappait de son nez. Elle respirait. Il l'a donc emmenée à l'hôpital. Le corps de la jeune fille ne se pliant pas, il était extrêmement difficile de la mettre dans la voiture. Les médecins se sont immédiatement précipités pour aider Jean, mais ce n'était pas si facile. Ils ne pouvaient même pas lui faire d'injection, car les aiguilles se pliaient constamment. Les muscles de Jean étaient gelés et bien trop rigides. Son corps s'était mis en mode urgence et avait cessé d'irriguer ses muscles et ses tissus mous. Tout le sang était dirigé vers ses organes vitaux. De même, en mode urgence, notre organisme est capable de ralentir tous les processus internes du corps. Le cœur bat plus lentement, les poumons consomment moins d'oxygène et le métabolisme s'arrête presque. Ces économies d'énergie ont permis à la jeune fille de survivre. Mais les médecins ont été encore plus surpris de constater que Jean n'avait pas eu de séquelles graves. Elle a eu quelques engelures, mais les cristaux de glace n'ont pas endommagé sa peau ou ses tissus mous. Les médecins ont décidé de réchauffer la jeune fille à l'aide de coussins chauffants. Ils ont ensuite réussi à lui injecter des médicaments. Quelques heures plus tard, elle reprenait conscience et des examens ultérieurs ont montré que Jean était en parfaite santé. Par ailleurs, il n'y a pas que dans la nature que l'on peut se retrouver piégé en cas de mauvais temps. Tu peux rester coincé dans l'ascenseur d'un immeuble bondé en plein Manhattan, et ce, sans que personne ne le sache. C'est ce qui est arrivé en 1999 à Nicholas White. Ce manager de 34 ans travaillait tard au bureau et avait décidé de prendre une pause. Après avoir pris l'air, Nicholas a appelé l'ascenseur pour retourner au 43e étage. Mais il s'est retrouvé coincé à l'intérieur. Il était déjà assez tard et presque tous les employés avaient quitté le bâtiment. Mais le pire, c'est qu'on était vendredi soir. Nicholas n'avait ni téléphone, ni nourriture, ni eau. Il a appuyé sur le bouton d'appel d'urgence, mais personne ne lui a répondu. Les caméras fonctionnaient parfaitement, mais les gardes ne l'avaient pas remarqué. Le bâtiment était pratiquement vide. Nicholas luttait contre la claustrophobie, faisant les 100 pas, sautait, s'allongeait, essayait de forcer les portes et attendait que quelqu'un vienne enfin le secourir. Des techniciens se trouvaient aux autres étages, mais ils ne l'ont pas entendu. Quelques collègues étaient même restés dans le bureau où il travaillait, mais ils étaient persuadés que Nicholas venait de rentrer chez lui. Ils ont fini par quitter le bureau en empruntant d'autres ascenseurs et ne se sont même pas rendus compte qu'il avait laissé toutes ses affaires derrière lui. Nicholas était désespéré. Il ne serait secouru que 41 heures plus tard. Il était allongé sur le sol de l'ascenseur, accablé par la soif, lorsqu'il a soudain entendu une voix provenant du haut-parleur de l'ascenseur. « Hé, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Les secours ont extirpé notre homme de cette boîte métallique et les propriétaires de l'immeuble lui ont versé une coquette indemnité pour ce désagrément. En dépit de ce véritable cauchemar, Nicholas n'a jamais cessé d'utiliser les ascenseurs. Et oui, quand on vit à Manhattan, il serait assez problématique de s'en passer. On peut donc dire que pour Nicholas, la vie a ses hauts et ses bas. Un être humain peut survivre jusqu'à 2 mois sans nourriture, quelques jours sans eau et 69 jours enfermés sous terre. C'est du moins ce qu'ont réussi à faire 33 mineurs au Chili. Le 5 août 2000 a commencé comme une journée de travail ordinaire dans les profondeurs de la Terre. Les mineurs poursuivaient leur activité, cherchant du cuivre, de l'or et d'autres minéraux. Certains d'entre eux travaillaient à près de 762 mètres sous terre. Un autre groupe se reposait dans le refuge, une pièce creusée dans la roche pour permettre aux mineurs de se détendre et de respirer un peu d'air frais pompé depuis la surface. Ils attendaient qu'une camionnette les conduise jusqu'en haut pour le déjeuner. Vers 14 heures, ils ont ressenti des vibrations massives. Il s'en est suivi une énorme détonation. Tout ce qui se trouvait autour a commencé à trembler. La poussière a envahi l'air et le passage s'est effondré, emprisonnant les hommes à l'intérieur. Lorsque le bruit s'est estompé, les mineurs ont décidé de remonter à la surface depuis le refuge. Leurs chefs d'équipe et d'autres se sont joints à eux.
déterminés à sauver chaque membre de l'équipe. Dans les profondeurs, 2 mineurs étaient en train de charger des roches dans un camion lorsqu'ils ont ressenti une poussée de pression. Ils pensaient que ce n'était rien d'extraordinaire jusqu'à ce que la poussière devienne si épaisse qu'ils ne pouvaient plus rien voir. Conduisant à l'aveuglette, ils ont failli heurter leur chef d'équipe, qui leur faisait signe de s'arrêter. Une fois le camion rempli d'hommes terrifiés, ils se sont lancés dans un voyage périlleux vers la surface. Le camion peinait sous le poids de ses passagers, mais ils continuaient à avancer. Ils rencontrèrent d'autres travailleurs, qui s'entassèrent dans le camion comme des sardines. D'obstacle en obstacle, ils progressèrent vers la surface, jusqu'à ce qu'ils se sont heurtés à un énorme rocher pesant environ 700 000 tonnes et aussi haut qu'un immeuble de 45 étages. Ils ont envoyé le plus petit des mineurs pour voir s'il y avait un espoir de se faufiler à côté du rocher. Avec une lampe à la main, il n'a réussi qu'à ramper sur 3 mètres et a dit à tous les autres qu'il n'y avait aucune chance d'aller plus loin. Certains des mineurs les plus âgés avaient déjà été piégés au travail, mais il s'agissait généralement de rochers qu'un bulldozer pouvait dégager en quelques heures. Cette fois-ci, c'était différent. Les mineurs n'avaient pas l'intention d'abandonner. Ils se sont donc séparés et un groupe a cherché des puits qui permettraient à l'air, à l'eau et à l'électricité de circuler dans la mine. Ces puits sont supposés avoir des échelles pour servir de salle d'évasion. Ils ont réussi à trouver une cheminée avec une échelle. L'un des mineurs a grimpé, respirant la poussière et s'accrochant aux parois glissantes. La cheminée l'a conduit au même mur rocheux que celui qu'ils avaient revu auparavant. Cela ne signifiait qu'une chose, il n'y avait vraiment pas d'issue. Ils ont dû annoncer la triste nouvelle au reste des mineurs qui sont retournés au refuge. Il y avait assez de snacks pour nourrir 33 personnes pendant plusieurs jours. Quelqu'un s'est emparé des encas, sans réaliser encore qu'il risquait d'être bloqué là pendant des jours, voire des semaines. Des boîtes de pêche, de petits pois et de thon, 23 litres de lait concentré et 93 paquets de biscuits. C'est tout ce qu'ils avaient. La seule chose dont ils n'auraient pas à se soucier, c'est l'eau. Il y en avait plus qu'assez dans les réservoirs voisins qui maintenaient les moteurs au frais. Toutes les connexions avec le monde extérieur, l'électricité, le système d'interphone, l'eau et l'air comprimé, ont été coupées. Les hommes qui travaillèrent au-dessus du sol en ce jour fatidique ont également entendu les explosions et vu le nuage de poussière devant l'entrée principale. Pendant que les mineurs s'installaient pour la première nuit dans le refuge, l'équipe d'urgence locale essayait de faire tout ce qui était en son pouvoir pour sauver tout le monde. Une équipe est descendue en camionnette jusqu'à ce qu'elle se heurte à la masse rocheuse grise à environ 457 mètres d'altitude. Une autre équipe a tenté de descendre dans les cheminées à l'aide de cordes et de poulies, mais elle s'est heurtée à des obstacles à chaque niveau. Le superviseur de l'équipe a enlevé son casque blanc distinctif pour montrer que tous les travailleurs étaient désormais égaux. Comme les mineurs s'en souviendront plus tard, c'était un geste inspirant pour eux. Le 7 août, un nouvel effondrement a bloqué les puits de ventilation. Le lendemain, les sauveteurs ont commencé à forer des trous et ont envoyé des sondes d'écoute pour voir s'il y avait des signes de vie au fond, sans résultat. Les cartes de la mine sont obsolètes, ce qui compliquait les recherches. Dans les profondeurs, les mineurs tentaient de garder le moral en parlant, en plaisantant et en se racontant des histoires. Leur téléphone n'émettait pas de signal, mais ils pouvaient toujours les utiliser comme des caméras pour enregistrer des vidéos sur leur survie sous terre. Leur métabolisme ralentissait, et même les plus actifs d'entre eux dormaient plus longtemps que d'habitude et faisaient des cauchemars effrayants. Leurs pensées devenaient floues. Ils ont passé 17 jours sans aucun contact avec le monde extérieur, ne mangeant qu'une fois tous les 2 jours. Certains mineurs ont commencé à avoir des problèmes de santé. Le 22 août, l'une des 30 sondes envoyées dans la mine a détecté des écoutes. Elle est revenue avec une note disant « Les 33 d'entre nous vont bien dans l'abri ». Rapidement, les secouristes ont réussi à acheminer de la nourriture, de l'eau, des lettres, des premiers soins et d'autres produits de première nécessité par l'étroit trou de forage. Ils ont également envoyé des caméras vidéo de haute technologie qui ont retransmis des images en direct des hommes dans leur environnement vaporeux, semblable à un sauna. Les mineurs ont inventé un système de tâches et de routines pour survivre dans ces conditions et rester sains d'esprit. En surface, une équipe internationale de génie de l'ingénierie et de l'exploitation minière s'est réunie pour déchiffrer le code permettant de ramener ces braves âmes à la surface.
Ils ont pensé à percer un tunnel d'évacuation et à descendre une capsule à l'intérieur de la mine, suffisamment grande pour accueillir une personne à la fois. Une grue tirerait ensuite la capsule vers la surface. Ils ont apporté 3 engins de forage distincts sur le site et ont commencé à travailler le 30 août, soit 25 jours après l'accident. Les travailleurs pris au piège aidaient à leur sauvetage depuis les profondeurs. Ils ont formé 3 équipes et ont travaillé pendant 8 heures, démolissant les débris causés par le forage pour renforcer les murs de la mine. Le plan initial prévoyait de les libérer pour décembre. Mais la foreuse du plan B a terminé le percement d'un tunnel le 2 octobre. Il a fallu 2 jours supplémentaires pour aligner le tunnel avec des tubes métalliques. Pour terminer, un secouriste est descendu dans la mine à l'intérieur de la capsule. Les familles et les amis des mineurs attendaient à la surface du sol dans un Camp Hope improvisé. Le premier travailleur est sorti de la mine après un voyage de 15 minutes à travers 762 mètres de roche à l'intérieur de la capsule. Il a été accueilli en héros. L'un après l'autre, ils ont tous réussi à s'échapper du refuge. Des millions de personnes à travers le monde ont suivi le sauvetage en direct à la télévision. Le sauvetage a duré moins d'1 journée au lieu des 48 heures prévues. Les 33 mineurs, âgés de 19 à 63 ans, ont été sauvés et sont pour la plupart en bonne santé. Ils ont tous dû porter des lunettes noires pour aider leurs yeux à s'adapter au soleil après être restés si longtemps dans un espace sans lumière. L'un des derniers mineurs à être remonté à la surface était Franklin Lobos, un ancien joueur de football professionnel. Pendant qu'il était en bas, des équipes du monde entier ont signé des maillots pour lui. Franklin a reçu ce cadeau de bienvenue et un ballon de football. Il a déclaré que ce match avait été le plus difficile de toute sa vie. Les 33 incroyables ont été couverts d'amour et d'éloges. On leur a garanti 6 mois de soins de santé de premier ordre. Ils ont voyagé vers des destinations internationales pour donner des conférences de motivation, se produire en public et découvrir des sites célèbres. Une parade a même été organisée à Walt Disney World, en Floride, en l'honneur des mineurs. Le film 33, basé sur leur histoire, est sorti en 2015, avec Antonio Banderas dans le rôle du mineur qui filmait quotidiennement des vidéos pour assurer au public qu'ils allaient bien. Cette histoire, que beaucoup considèrent comme un véritable miracle, est entrée dans l'histoire et dans le livre Guinness des records comme celle de la plus longue période de survie sous terre. Une histoire qui vous donnera certainement des frissons concerne une jeune navigatrice américaine audacieuse du nom de Tammy Oldham Ashcraft. En 1983, alors qu'elle n'avait encore que 23 ans, elle a traversé un véritable périple. Accompagnée de Richard Sharp, son compagnon britannique, elle avait été chargée de naviguer de Tahiti à San Diego en Californie, afin d'y livrer un yacht de luxe. Mais l'on sait tous comment l'océan peut se montrer, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. 20 jours après le début du voyage, les 2 tourtereaux ont été pris dans un ouragan de catégorie 4, avec des vagues monstrueuses et des vents violents. Même s'ils ont tenu bon face aux vagues déchaînées, le yacht a fini par se retourner, comme un ballon de plage, alors qu'il était pris entre 2 vagues. La dernière chose gravée dans la mémoire de Tammy, avant de passer les 27 heures suivantes assommés, est Richard qui criait, alors qu'une énorme vague frappait leur bateau. Plus tard, elle raconterait son éprouvante épreuve dans un livre, qui serait ensuite adapté au cinéma. Tammy possédait déjà une solide expérience en matière de navigation avant d'entreprendre le voyage fatal. Elle était très compétente et avait déjà traversé le Pacifique par 2 fois. Partant de Tahiti pour San Diego, leur voyage s'est tout d'abord déroulé sans encombre, mais quelques semaines plus tard, des problèmes ont commencé à se poser. Un vent tropical venu du Panama s'est levé, et avant même qu'ils ne s'en rendent compte, la tempête s'est lancée vers l'ouest, gagnant en intensité. Notre duo a eu beau s'évertuer à atteindre une zone qui soit en sécurité, l'ouragan se déplaçait à une vitesse incroyable. Et pour ne rien arranger, l'ouragan, habituellement de courte durée, a duré dans le temps. Faire face à des vagues immenses et à des vents d'ouragan suffirait à donner des cauchemars à n'importe qui. Le bateau a été malmené et en dépit de leur préparation, se débattre avec une mer déchaînée était une tâche insurmontable. Le bateau jaillissait dans les airs par-dessus les vagues imposantes pour retomber violemment, secouant toute la structure. Richard se trouvait au poste de pilotage, attaché avec un harnais de sécurité, alors qu'il zigzaguait entre les vagues massives. Mais ensuite, ils se sont retrouvés aux prises des vagues scélérates, ces monstrueuses anomalies qui surgissent de nulle part. Une telle vague a fait exécuter au navire un tonneau à 360 degrés. Et c'est la dernière chose dont Tammy se souvenait. Quand elle a repris ses esprits, Richard était introuvable.
Le harnais de sécurité censé le maintenir attaché au bateau était rompu. N'ayant personne à proximité pour capter ces signaux de détresse, Tammy s'est retrouvé seul avec une radio longue distance endommagée par 2 semaines de matraquage ininterrompu par les flots. Tout ce qu'il lui restait, c'était une radio très haute fréquence, VHF à courte portée, qui devait rendre l'âme après 5 jours en raison des dégâts causés par l'eau. Elle était seule et totalement coupée du monde. Tammy a dû compter sur ses outils de base pour naviguer jusqu'à Hawaï, un sextant et des tables trigonométriques. En utilisant la position du soleil, elle a pu déterminer sa latitude. Et une fois qu'elle a retrouvé sa montre, elle a également pu déterminer sa longitude. Cela a pris du temps, mais elle est bien parvenue à Hawaï. Tout au long de la période où elle était perdue en mer, Tammy a démontré à quel point elle était ingénieuse. Elle se souvient avoir essayé de remettre le moteur en marche, mais certaines pièces du bateau avaient fondu sur l'arbre d'hélice. Bien qu'elle ait été douée en mécanique, elle ne pouvait pas perdre de temps à essayer de réparer quelque chose qui semblait potentiellement irréparable. À la place, elle s'est appuyée sur sa formation de maître d'équipage. Tammy a également tenu un journal de son temps en mer, toujours consciente que si elle ne s'en sortait pas, ce pourrait être le seul indice de ce qui s'était vraiment passé. En relisant le journal, elle a admis que son état mental avait été gravement mis à l'épreuve. Mais malgré tout, elle a su démontrer que l'instinct de survie humain était incroyablement fort. Elle voulait vivre. Le héros de notre prochain récit est un homme du nom de Steve Callahan. Son histoire, bien qu'elle ressemble à un scénario de film hollywoodien, est on ne peut plus réelle. En 1982, Steve a participé à une course de voile en solitaire à travers l'immense océan Atlantique. Il a confié son destin à un navire qu'il avait conçu lui-même et fièrement baptisé le Napoléon Solo. C'était un bateau robuste et fiable, conçu pour résister aux tempêtes et défier les vagues. Mais un temps imprévisible s'est installé, qui a déchiré la flotte de course et coulé nombre de bateaux. Steve a dû se mettre sur la touche et amarrer le Napoléon Solo en Espagne pour des réparations de toute urgence. Après avoir réparé le bateau, Steve est reparti, cette fois en mettant le cap sur les îles Canaries. Il était déterminé à traverser l'Atlantique pour atteindre les plages de sable d'Antigua. Malheureusement, son bateau a été battu de nouveau par des vents violents, le laissant considérablement endommagé. Steve n'a eu d'autre choix que d'abandonner son navire, et il a vite embarqué sur un canot de sauvetage gonflable. Steve a résolu de ne pas baisser les bras sans combattre. Avant que le Napoléon Solo ne sombre définitivement dans les profondeurs de l'Atlantique, il a plongé à plusieurs reprises dans les eaux tumultueuses pour sauver ce qu'il pouvait. Avec quelques articles essentiels à l'abri, il a lutté contre la faim, la soif et la solitude pendant les 76 jours qui ont suivi. Des pêcheurs l'ont finalement retrouvé et l'ont transporté à l'hôpital le plus proche où il a pu entamer sa convalescence. Maintenant, on pourrait penser que c'est là que se termine l'histoire de Steve. Son incroyable saga de survie a été partagée dans tous les magazines de voile du monde, présentée dans de nombreuses émissions de télévision et immortalisée dans son propre livre. Mais le record du plus longtemps jamais passé à la dérive en mer a été battu par un homme du nom de José Salvador Alvarenga. On parle là d'un individu à l'incroyable résilience et dont la ténacité et la volonté de survivre deviendraient vite légendaires. C'est parce qu'il est resté à la dérive pendant 438 jours interminables. Pêcheur de métier, José n'était pas étranger aux humeurs imprévisibles de la mer. Son aventure la plus éprouvante a débuté un jour comme un autre, en 2012. C'était le jour où José et son compagnon de pêche se sont dirigés vers les côtes d'un pittoresque village de pêcheurs nommé Costa Azul au Mexique. C'était la première fois qu'ils voyageaient ensemble. Cependant, la vie leur réservait une mauvaise surprise. Peu de temps après avoir quitté le confort de la côte, ils ont été pris en traître par une forte tempête. Elle a ballotté leur petit bateau comme un jouet, le faisant dévier de son cap. Le moteur de l'embarcation et la plupart de leurs équipements électroniques à bord ont été endommagés. José, ne se laissant pas démonter, a réussi à appeler son patron à l'aide avant que le dispositif de communication ne lâche. Mais la réponse était aussi peu encourageante que leur situation. Pendant 5 jours implacables, la tempête les a malmenés. Lorsque les cieux se sont finalement éclaircis, José et son compagnon se sont retrouvés perdus, sans aucune idée de leur position ou de la manière de rentrer chez eux. Pour ne rien arranger, la tempête avait emporté la plupart de leur matériel de pêche, ne leur laissant que de simples outils de survie. Leur bateau n'avait plus de voile, de moteur ou de rame. Mois après mois, ils dérivaient sans but. Leur subsistance provenait de notre bonne vieille mère nature. L'eau de pluie et un assortiment de créatures marines comme des poissons,
des tortues et autres oiseaux. Au bout de 4 longs mois, José a perdu son ami, mais il a décidé de continuer, espérant qu'il serait un jour secouru. Il ne se doutait pas qu'il était loin d'être au bout de son périple. Il a bien tenté de se signaler à tous les navires qui passaient par là. Mais ses appels désespérés étaient inutiles. Se reposant uniquement sur l'eau de pluie et ce que la mer lui offrait comme nourriture, José gardait le compte de ses jours par les phases changeantes de la lune. Ce n'est qu'un peu plus d'1 an après la désastreuse tempête que José a finalement aperçu la terre. Son cœur s'est empli d'espoir. Il a abandonné son fidèle bateau, préférant nager vers le rivage. À sa grande surprise, il s'est ainsi retrouvé sur l'une des îles Marshall, située de l'autre côté du Pacifique par rapport à son point de départ. José a été emmené à l'hôpital où il a lentement mais sûrement récupéré ses forces. À son retour, sa famille a déclaré qu'elle n'avait jamais renoncé à le retrouver et était aux anges en apprenant la nouvelle de sa découverte. Toutefois, cette histoire de survie semblait si invraisemblable que nombreux sont ceux qui l'ont remise en doute. Un homme pouvait-il vraiment survivre si longtemps en mer sur un bateau minuscule? Cependant, il y avait ceux qui offraient un contrepoint. Des experts ont avancé que la viande fraîche d'oiseaux et de tortues, qu'Alvarenga prétendait avoir consommée en abondance, aurait pu contenir suffisamment de vitamine C pour assurer la survie.